Sommes-nous vraiment en train d'avancer? Imaginez un train lancé à toute vitesse. À l'intérieur, des voix, des projets, des rires et des échanges nerveux. On y parle d'innovation, on y discute de records, de brevets, d'investissements, de vie prolongée et d'objectifs planétaires. Les phares percent la nuit. À chaque halte, de nouvelles inventions montent à bord. Le voyage se déroule comme une évidence. Nous allons vers un mieux. Pourtant, personne n'a demandé aux passagers où ils veulent aller. Et la locomotive, plus inquiétante, est en feu. Cette image, que Walter Benjamin évoque à sa façon, condense une tension fondamentale. La vitesse et l'accumulation apparente du progrès ne disent rien de la valeur morale, existentielle ou mémorielle des transformations humaines. Interroger le progrès, c'est interroger la promesse moderne que l'accroissement des moyens, science, technique, organisation, produira nécessairement des vies meilleures. Trois voies majeures de la pensée critique, Rousseau, Nietzsche, Benjamin, nous aident à défaire cette promesse, chacune à partir d'un angle propre. Écoutons-les avec attention. Au cœur du XVIIIe siècle, les Lumières célèbrent la raison, le savoir, l'art et la science. Rousseau se tient à la fois dans et contre ce mouvement. Il reconnaît la valeur du savoir, mais interroge ses effets sur l'âme et la vie sociale. Dans son discours sur les sciences et les arts, 1750, il renverse l'évidence optimiste. Nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences. Et nos arts se sont avancés à la perfection. Le motif central n'est pas l'anti-science, mais la mise en garde. Les moyens croissent, mais les fins morales n'en sont pas pour autant assurées. Rousseau distingue l'amour de soi, l'amour naturel, lié au besoin, et l'amour-propre, l'estime médiée par le regard d'autrui. L'amour-propre instaure la comparaison et la compétition. Les arts et les sciences fournissent de nouvelles occasions de distinction, d'exhibition et d'envie. Là où l'homme naturel vivait selon des nécessités simples, l'homme civilisé vit selon une logique de réputation. Le progrès technique multiplie les moyens d'être vu et jugé. Il accroît l'économie des apparences, ce qui peut corroder la sincérité et la vertu. Rousseau écrit « L'homme est né libre, et partout il est dans les fers ». Les fers ne sont pas seulement l'oppression politique. Ce sont aussi les dépendances matérielles et techniques. La civilisation crée des réseaux d'échange, des spécialisations et des institutions dont dépend la vie quotidienne. Ainsi, le progrès matériel peut réduire l'autonomie pratique de l'individu, sa capacité à subvenir à ses besoins sans intermédiaire qu'il ne contrôle pas. Pour Rousseau, le véritable progrès demande des institutions qui protègent l'autonomie et la justice. Sans cela, l'augmentation des moyens produit des formes nouvelles d'asservissement. Rousseau n'appelle pas au refus systématique de la modernité, il demande de penser les fins. Chaque innovation doit être jugée non seulement sur ses effets techniques, mais sur sa capacité à renforcer ou affaiblir l'autonomie, la dignité et la réciprocité sociale. Son scepticisme est méthodique. Il nous invite à regarder les conséquences symboliques et morales du changement. Au XIXe siècle, l'industrialisation et la science transforment les modes de vie. Nietzsche développe une méthode généalogique. Il cherche les origines des valeurs plutôt que d'accepter leur évidence. La question pour lui est, d'où viennent les valeurs qui définissent le bien? Et qui y gagne? Nietzsche distingue une morale des maîtres, affirmative, célébrant la force et la création, et une morale des esclaves, née du ressentiment, valorisant humilité et égalité. Il diagnostique que la modernité a, en certains aspects, favorisé la logique de la morale des esclaves, protection, confort, nivellement. Appliquer cette lecture au progrès implique d'interroger si la glorification de la sécurité, du confort n'est pas, parfois, une manière de neutraliser la puissance créatrice. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche invente le dernier homme. Figure d'une humanité satisfaite, tranquille, sans grandeur, qui évite le risque et l'effort. Le progrès qui élimine l'épreuve et la difficulté peut contribuer à produire ce type d'être. Nietzsche ne veut pas la souffrance pour elle-même. Il souligne que l'épreuve forge des capacités créatrices et que la suppression systématique des tensions peut appauvrir la culture et l'esprit. La notion nietzschéenne de volonté de puissance désigne une force vitale, qui pousse à la création et au dépassement. Si le progrès technique devient objectif en soi, on risque la substitution de la consommation à la créativité. Nietzsche nous oblige à demander non seulement si la vie s'améliore en confort, mais si elle s'intensifie en force créatrice et invention de valeur.
Walter Benjamin pense dans l'ombre de catastrophes modernes. Sa réflexion porte moins sur la morale sociale immédiate que sur la manière de concevoir l'histoire et la mémoire. Il s'oppose à une lecture téléologique qui lisse les tragédies au profit d'un récit de progrès. À partir du tableau de Paul Klee, Benjamin décrit l'ange de l'histoire. L'ange, tournant le dos à l'avenir, regarde le passé et voit un amoncellement de ruines. Cette tempête que nous appelons progrès pousse l'ange irrésistiblement vers l'avenir, tandis que les ruines s'amoncellent devant lui. L'image renverse la narration triomphale. Le progrès est perçu comme une force qui empile perte et destruction. Et la logique de salut futur autorise trop souvent l'oubli des victimes. Benjamin introduit la notion de Jetzt, moment maintenant, comme possibilité de rupture dans laquelle le passé se révèle et peut être sauvagement reconfiguré. Son insistance est éthique. Le travail du penseur et de l'historien est de sauver du silence ceux qui ont été broyés par la marche soi-disant progressiste. La critique benjaminienne du progrès appelle à une écriture de l'histoire attentive aux victimes et à la mémoire. Rousseau, Nietzsche, Benjamin convergent sur une critique commune. Le progrès, perçu comme accumulation de moyens, n'est pas un garant automatique de valeur morale, de grandeur humaine ou de justice. Mais il diverge dans les diagnostics et les remèdes. Rousseau envisage le problème du côté politique et institutionnel. Il propose d'organiser le progrès par des institutions qui préservent l'autonomie réelle. Nietzsche centre la question sur l'âme et la culture. Il appelle à une réévaluation des valeurs et à restaurer une puissance créatrice. Benjamin insiste sur la mémoire et la responsabilité historique. Il veut que le récit du progrès accueille la mémoire des ruines. Ensemble, ils tracent une carte critique, interroger la finalité des innovations, leur effet sur la puissance créatrice et les pertes historiques qu'elles entraînent. La réflexion conjointe invite à un approfondissement conceptuel. La croyance au progrès suppose une téléologie. L'idée que l'histoire a une direction vers un mieux. Les trois penseurs montrent que les moyens, technologie, institutions, savoir, transforment les finalités elles-mêmes. Une technique n'est pas neutre. En changeant les conditions d'action, elle recompose ce qu'on appelle une vie bonne. Le progrès est donc normatif autant que technique. Autrement dit, la question éthique prime. Qu'entendons-nous par mieux? Qui définit cette norme? Voilà ce que ces auteurs nous obligent à rendre explicite. Selon Rousseau, l'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Cette formule nous pousse à distinguer liberté juridique et autonomie pratique. Elle appelle à interroger les structures qui, sous couvert de modernité, créent des dépendances matérielles et symboliques. Selon Nietzsche, Dieu est mort. Ce constat signale l'effondrement d'un horizon métaphysique qui ordonnait les valeurs. Dès lors, la modernité doit assumer la responsabilité de produire, ou de refaire ses propres valeurs. Sinon, elle tombe dans un nihilisme où le progrès perd toute orientation normative. Selon Benjamin, sa métaphore de l'ange exige que l'on pense l'histoire comme accumulation de ruines, et que l'on fasse de la mémoire active un principe moral. Sauver les morts devient une commande éthique. Garder au présent la trace des vies sacrifiées par la marche en avant. Ces lectures montrent que la critique du progrès n'est pas purement technique. Elle est herméneutique, morale et existentielle. Le mythe du progrès séduit parce qu'il organise un récit, donne sens et direction. Mais Rousseau, Nietzsche et Benjamin nous invitent à écouter la dissonance. Le progrès matériel sans progrès moral, la sécurité sans grandeur, l'innovation sans mémoire des coûts. Leur enseignement n'est pas une injonction à stopper le changement, mais une invitation à ne jamais l'accepter sans examen. Clarifier les fins, maintenir la créativité humaine, sauvegarder les traces des victimes. Lire ces auteurs, c'est s'armer d'une boussole critique. Avant d'acclamer une avancée, demander à qui elle profite, quels sont ses coûts invisibles, quelles valeurs elle transforme. C'est un exercice constant de lucidité et de responsabilité intellectuelle. Lecture conseillée, discours sur les sciences et les arts, du contrat social, Rousseau. La généalogie de la morale, ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche. Thèse sur le concept d'histoire, Benjamin. Tous ces livres sont disponibles dans la description si vous souhaitez aller plus loin et découvrir leurs textes originaux. Merci d'avoir écouté cette exploration. Si vous le pouvez, lisez ces œuvres. Elles demeurent irremplaçables pour comprendre, au plus près,
Pourquoi la question du progrès n'est pas seulement technologique, mais foncièrement philosophique?